Bonjour à notre audience mondiale. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 août. Les plaques tectoniques en Asie occidentale continuent de bouger. Les vents du changement continuent de souffler et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si vous appréciez ce que nous faisons, veuillez cliquer sur les boutons « S'abonner » et « J'aime ». Rendez-vous sur Substack et devenez membre payant afin que nous puissions vous envoyer ces briefings sur la sécurité directement dans votre boîte mail, désormais 2 fois par semaine. Je suis profondément honoré et très reconnaissant envers mon cher ami et collègue Danny Haiphong, que vous avez sans doute déjà entendu auparavant. Il a gentiment accepté de prêter sa voix très influente et très informée à cette chaîne, et nous lui en sommes reconnaissants. Alors, Danny, je vous en prie, allez-y maintenant et dites ce que vous pensez que notre public savoir. Eh bien, je pense qu'il faut commencer par la situation très chaotique à laquelle les États-Unis, le CENTCOM et Israël sont confrontés en ce moment, dans le cadre de la guerre en cours contre l'Iran. Il y a eu un remaniement majeur au sein de l'appareil sécuritaire iranien. Le major Rezaei, je crois que c'est son nom, vient d'être promu à un très haut poste dans l'armée iranienne. Et cela, comme l'a dit mon bon ami, le professeur Mohammad Marandi, s'inscrit dans le cadre d'autres changements en cours au sein de l'armée iranienne afin de consolider la position qu'ils ont déjà adoptée et qu'ils poursuivent. Il s'agit désormais d'un ensemble très clair de revendications, dans le prolongement de ce dont cette chaîne a beaucoup parlé. Et cela reste très pertinent, parce que l'Iran clarifie maintenant sa position et la précise davantage, plutôt que de négocier directement avec les États-Unis. Ce que les États-Unis ne feront pas. Les États-Unis ne négocient pas de bonne foi. L'Iran a donc pris l'initiative de faire des négociations, en substance, une affaire publique et mondiale. Et il exige désormais que les États-Unis ne se contentent pas de respecter le protocole d'accord, mais qu'ils commencent à négocier sur des points plus concrets. Par exemple, mettre fin à toutes les guerres d'agression dans la région. L'Iran cite précisément non seulement la guerre menée contre lui-même, mais aussi celle contre le Yémen, qui s'intensifie. Et la coalition américano-saoudienne y paraît très fragile et faible, tandis que le Yémen et Ansar Allah continuent de riposter et de défendre non seulement leur territoire, mais aussi de frapper les infrastructures énergétiques saoudiennes, vous savez, à Jazan et dans d'autres zones. Et cela inclut le Liban, bien sûr, comme cela a été précisé lors de la signature du protocole d'accord en juin. Et la Palestine aussi. La clarification apportée par l'Iran à ce sujet a donc fait beaucoup de bruit dans les médias occidentaux traditionnels. Le New York Times, d'autres publications, CNN. Ils disent tous que les exigences de l'Iran se durcissent, que cela complique les choses pour Donald Trump. Mais en réalité, ce sont les États-Unis qui se trouvent dans une position très difficile. À partir de là, il n'y a vraiment que 2 voies possibles. Soit les États-Unis viennent réellement à la table des négociations avec l'Iran, agissent de bonne foi, négocient les termes du protocole d'accord et parviennent à une forme d'accord que l'Iran acceptera réellement, afin de mettre fin à la guerre une fois pour toutes. Soit ils continuent de faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose. Les États-Unis essaient, comme le dit Donald Trump, de la jouer discret. C'est ce qu'il a déclaré à Barak Ravid d'Axios, le journaliste lié à l'unité 8200. Les États-Unis se contentent désormais de regarder l'Iran souffrir économiquement, et pour l'instant, cela leur suffit. Il a aussi dit que les États-Unis pourraient être prêts à abandonner toutes les discussions sur le programme nucléaire iranien, à condition que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Eh bien, cela ressemble à une tentative des États-Unis de faire des concessions et de reconnaître leur faiblesse relative dans cette guerre, tout en essayant d'exploiter cette faiblesse pour obtenir de l'Iran des choses qu'il ne fera jamais. Par exemple,
renoncer à son influence et à son contrôle sur le détroit d'Ormuz, pour très peu de choses, même pas pour l'ensemble des conditions du mémorandum d'entente. Cela a donc beaucoup inquiété Israël quant à la position des États-Unis, parce que les États-Unis ne donnent pas l'impression d'être un acteur stable. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils font face à une myriade de crises, et notamment au fait qu'ils ont perdu la guerre, et qu'ils doivent maintenant déterminer quoi faire dans cette guerre avec Israël. Ils ont bien moins de munitions, et un empire qui a d'autres préoccupations, si on l'appelle ainsi, du point de vue de l'empire, ou d'autres foyers de conflits et de guerres à venir, comme contre la Russie, contre la Chine, et en réalité, contre le monde entier. Maintenant, les États-Unis doivent décider, et Donald Trump doit décider, s'ils vont retirer tous leurs moyens du reste du monde et tenter de tout miser contre l'Iran. Ce n'est pas une bonne option, et ce n'est même pas une option possible. Ou bien, ils doivent venir à la table des négociations. Et cela rend Israël très nerveux, parce qu'Israël sait que la seule option réaliste, c'est la seconde, pas la première. Israël dit donc vouloir agir unilatéralement et attaquer l'Iran. Si cela se produit, cela mènera probablement au désastre. Et cela renvoie à un point qui, selon moi, doit être souligné. Les États-Unis disposent encore d'une quantité massive de matériel militaire dans la région. Trois pays qui viennent de signer entre eux ce qu'on appelle un pacte de sécurité comptent aussi parmi les plus gros clients de l'équipement militaire américain. L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Le Pakistan, bien sûr, a joué un rôle de médiateur dans ce conflit. Il n'est pas entré en guerre contre l'Iran. Mais l'Arabie saoudite et la Turquie, chacune à leur manière. La Turquie, bien sûr, par son soutien à Israël, par son double jeu, en quelque sorte, de tous les côtés, dans le monde multipolaire comme dans le monde unipolaire. Et l'Arabie saoudite, en tant que partie directement impliquée dans le conflit, tous reflètent la manière dont les États-Unis exercent leur influence sous une forme ou une autre, et tout particulièrement sur le plan militaire. Et cela reste vrai. Les États-Unis n'ont retiré aucun de leurs moyens, mais leurs bases dans la région ont été tellement décimées, et la puissance militaire, à elle seule, ne fait pas vraiment bouger le cours de l'histoire lorsqu'il s'agit, pour l'Empire américain, d'atteindre ses objectifs face à l'Iran. Cela signifie que cette guerre dépasse désormais largement la question de savoir si un tir est effectué ou s'il y a un conflit armé actif entre les États-Unis et l'Iran. En ce moment, la guerre se consolide réellement et se mène probablement là où l'enjeu est le plus important, dans les flux du commerce mondial. C'est la question qui est toujours au cœur de l'Empire américain. Qu'on parle du pétrodollar, de la domination du système financier américain, des banques, de ces grands monopoles partout dans le monde, des personnes les plus riches du monde qui profitent tant de la guerre, des entreprises sous-traitantes de la guerre et des contrats fédéraux accordés aux fabricants d'armes. La question qui est toujours au cœur de leurs préoccupations, c'est comment se débarrasser d'un pays comme l'Iran, qui représente un éloignement de cet ordre des choses, de la domination de ses forces. Et à ce moment précis, ils n'ont pas de réponse. Peu importe le nombre de soldats qu'ils déploient sur ces bases, peu importe le nombre de systèmes de défense aérienne qu'ils retirent de Corée du Sud, ou d'ailleurs en Asie-Pacifique, en les détournant de leur soi-disant théâtre du Pacifique face à la Chine. En réalité, rien de tout cela ne change quoi que ce soit. Peu importe le nombre d'avions de chasse qu'ils retirent de leur porte-avions, et avec lesquels ils tentent de tirer leurs dernières munitions à distance contre la côte sud de l'Iran. Rien de tout cela n'a prouvé la moindre efficacité contre l'Iran, si ce n'est renforcer la position de l'Iran, à l'échelle régionale comme mondiale. Cela provoque donc une crise majeure là-bas.
Nous voyons maintenant une sorte de dilemme, d'enlisement, auquel fait face l'Empire américain, sans que l'Empire apporte la moindre réponse sur ce qu'il faut faire ensuite. Mais il y a une partie dans ce conflit qui a des réponses, et c'est l'Iran. L'Iran réorganise son appareil militaire. Il consolide et renforce son contrôle sur le détroit d'Ormuz à travers ses discussions techniques avec Oman. L'Iran a très clairement dit qu'elle n'aboutirait à rien tant que les États-Unis ne respecteraient pas réellement les termes du protocole d'accord et ne commenceraient pas à négocier de bonne foi, ce qui bien sûr est très peu probable. L'Iran cherche donc simplement à consolider cette position, à renforcer sa position dans le détroit d'Ormuz et à parvenir à un niveau de préparation militaire lui permettant de répondre à tout futur acte d'agression, tout en poursuivant son projet de consolidation de sa stabilité, de son développement économique et de sa souveraineté, ainsi que du rôle qu'il va occuper comme porte d'entrée vers l'Asie et l'Europe. Car c'est bien ce qu'est réellement l'Iran. Donc, je pense que c'est un moment d'une importance historique monumentale. C'est un moment où, bien sûr, la guerre peut reprendre à tout instant. Mais c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'Empire américain qu'il ne peut pas simplement déplacer son attention, comme il l'a fait lorsque l'Empire américain a perdu face au Vietnam. On ne peut pas simplement dire « Bon, maintenant il faut passer à d'autres affaires ». Diviser le bloc socialiste, poursuivre la guerre froide, affaiblir l'Union soviétique, séparer l'Union soviétique et la Chine. Ils ne peuvent déplacer les poteaux de but vers autre chose sans reconnaître et sacrifier une énorme part de leur influence, ainsi que de leur puissance politique, économique et militaire, au profit de leur adversaire. C'est une première, surtout à l'époque moderne. Dans l'histoire de l'Empire américain, cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant. Il a déjà perdu. Afghanistan. On pourrait dire que toute la guerre contre le terrorisme a conduit à une série de défaites. Et bien sûr, même avant cela, du Vietnam à la Corée et ailleurs, les États-Unis n'ont pas nécessairement été ce rouleau compresseur militaire capable d'influencer le monde entier et d'y dicter ses conditions sans rencontrer de défis majeurs. Mais c'est la première fois qu'ils doivent désormais composer avec le fait qu'ils n'ont absolument aucune autre option vers laquelle se tourner. Il n'est pas possible de fuir cette guerre pour en mener une autre, sans consentir à des sacrifices majeurs pour leurs intérêts ici, dans cette région extrêmement vitale d'Asie occidentale. Donc je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est ce que montrent tous ces développements dans l'actualité. Qu'il s'agisse d'Israël, qui se montre désespéré et veut entraîner de nouveau les États-Unis, ceux-ci retourneront volontairement à la guerre. Et nous savons qu'une grande partie de cela relève du déni plausible, aux États-Unis comme en Israël. Dans les deux pays, certaines forces cherchent toujours à travailler ensemble pour revenir à la guerre. Mais que ce soit cela, la situation en Arabie saoudite et au Yémen, ou le fait que le détroit d'Ormuz reste encore presque entièrement fermé, sauf lorsque l'Iran perçoit ses droits de passage et autorise certains navires à emprunter la route dont il contrôle désormais l'accès. Quel que soit le développement dont nous parlons, cela reflète en fin de compte, je pense, un changement majeur de la réalité géopolitique, auquel cette région, et désormais le monde, doivent s'adapter. Eh bien, Danny, vous êtes manifestement extraordinairement bien informé. Vous parlez aux bonnes personnes, vous apportez la bonne perspective, et c'est pour cela que je suis vraiment honoré que vous ayez partagé tout cela avec notre public. Notre public est profondément impliqué dans ce sujet et il nous a soutenus. Nous avons obtenu 6 millions de vues en moins de 6 semaines, ce qui est extraordinaire. C'est donc un public engagé. Et pour cette raison, j'ai été si heureux que vous acceptiez de nous prêter votre voix. Et moi, je fais partie de tout cela depuis des décennies.
depuis que j'étais étudiant. Nous en avons parlé avant de commencer à enregistrer. C'est aussi pour cela que le nom de Haiphong compte beaucoup pour moi. J'avais 17 ans et j'entendais ce nom chaque jour pendant la désastreuse aventure américaine au Vietnam. Et finalement, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et à mes yeux, c'est un échec encore pire. C'est un échec plus grave parce qu'après la défaite au Vietnam, personne ne remettait en question la capacité des États-Unis à imposer leurs conditions. Et de fait, ils ont continué à imposer leurs conditions au reste du monde. Aujourd'hui, le fait que les États-Unis aient perdu et cherchent désormais un moyen de s'en sortir n'échappe à personne ayant la moindre idée de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est une nouveauté pour personne. Nous le disons depuis le début et vous le dites depuis longtemps. Alors maintenant, nous avons nos propres informations. Nous avons aussi des sources privilégiées qui nous transmettent des informations depuis l'intérieur, pour ainsi dire. Et ce que je peux partager avec notre audience en total soutien à tout ce que Jésus a dit, c'est que l'Iran profite de cette période pour consolider très profondément, son pouvoir politique, sa puissance militaire, Et j'ai appris qu'il avait transmis aux États-Unis, par l'intermédiaire du Pakistan, 6 exigences cruciales que les États-Unis doivent accepter avant que quoi que ce soit puisse se produire, avant même qu'un iota de progrès puisse être réalisé sur quoi que ce soit. Je veux dire, ils ont une telle confiance en eux. En fait, les mots que j'ai entendus, et j'ai été un peu surpris de les entendre de la part de quelqu'un qui est dans la salle où se déroulent les négociations, c'est que le message de l'Iran à transmettre à leurs interlocuteurs aux États-Unis était « Les perdants ne dictent pas les conditions, les gagnants, si. » Alors voici nos conditions. Je vous donne une citation exacte. Et les conditions étaient que les États-Unis cessent toute action agressive dans la région. Je veux dire, les États-Unis lèveraient leur blocus naval. Les États-Unis lèveront toutes les sanctions, restitueront les fonds gelés aux caisses iraniennes et n'interféreront pas dans les discussions techniques qui se déroulent en ce moment entre l'Iran et l'AIEA. Et ce sont des préalables, même pas des conditions, des préalables, avant que l'Iran ne lève le blocus qu'il impose au détroit d'Ormuz et n'autorise le passage des pétroliers. Sinon, vous savez, tout le monde peut voir ce qui arrive aux pétroliers que l'Iran ne veut pas laisser passer. Entre-temps, les pétroliers de pays amis, eux, passent. D'ailleurs, au cours des dernières 24 heures, 2 superpétroliers à destination du Pakistan, battant pavillon pakistanais, sont passés. Trump se trouve donc dans une position très difficile. Il est acculé. Il ne sort plus les conneries stupides qu'il a l'habitude de dire. Et d'après ce que je comprends, des négociations sont actuellement en cours, avec le Pakistan comme intermédiaire. Encore une gifle pour M. Trump, parce qu'il ne voulait pas du Pakistan, pour des raisons qu'il est le mieux placé pour expliquer, même si nous ne savons pas lesquelles. Je ne pense même pas qu'il les connaisse lui-même. Il voulait passer par Oman et le Qatar, parce qu'ils étaient peut-être faciles à faire céder. Mais l'Iran a insisté. Non. Nous allons parler du protocole d'accord à Islamabad. Nous allons parler de nos conditions, celles que vous aviez déjà acceptées. Toutefois, nous avons maintenant 3 conditions. Voilà où nous en sommes. Et pendant ce temps, l'Iran se réarme. Pendant ce temps, l'Iran se renforce. Et il y a une autre chose que je veux que tout notre public sache. Le Pakistan et la Turquie n'attaqueront jamais l'Iran. Jamais. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. L'Iran et le Pakistan sont plus proches qu'ils ne l'ont été depuis 50 ans. De très nombreux accords ont été conclus au cours du dernier mois. J'ai le privilège d'en avoir connaissance. Je n'ai pas encore le privilège d'en parler, mais nous le ferons.
Et j'ai déjà dit de manière discrète que la Chine s'appuie sur le Pakistan pour fournir une assistance technique à l'Iran dans l'intégration d'un système Beidou de classe mondiale, très supérieur au GPS, très supérieur, et qui donne à l'Iran une précision extraordinaire dans ses capacités de missiles. Donc, mon évaluation, en tant qu'analyste, qui n'a pas d'autre intérêt personnel que d'apporter à notre audience ce que les médias traditionnels ne feront pas, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, dans les médias indépendants, c'est que, hormis un accès très limité, et vous avez l'un de ces accès privilégiés, ils n'ont pas beaucoup d'accès. Mon évaluation, c'est que cela va bientôt se terminer avec l'Iran au sommet. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand cela arrivera, un autre point que nous avons soulevé sur cette chaîne, c'est le déclin du pétrodollar. J'ai personnellement participé à la mise en œuvre de la seconde moitié du régime du pétrodollar, qui consistait à réinvestir les pétrodollars aux États-Unis, en vendant, selon mon évaluation, des choses inutiles aux Saoudiens, dont ils n'avaient aucune idée de la manière de les utiliser, mais qui ont entraîné le retour de milliards et de milliards de dollars vers les États-Unis. Je n'étais pas fier de cette expérience. J'étais très jeune, au début de la vingtaine, grisé à l'idée de voyager avec les secrétaires d'État et les secrétaires au Trésor en Arabie Saoudite, de rencontrer les rois et les princes, blablabla, d'expliquer en experts pourquoi ils avaient besoin de ces systèmes, alors que ce n'était pas le cas. Mais c'est comme ça que je le sais, et je suis heureux de dire que je vois cet effondrement se produire en ce moment même. Cet effondrement peut prendre des années, il peut prendre des mois, mais il ne fait aucun doute qu'il va se produire. Et encore une fois, notre public mérite de le savoir, parce qu'il peut s'y préparer. Le résultat de tout cela, c'est que la position des États-Unis dans le monde sera affaiblie. Elle l'est déjà. La position de la Chine va se renforcer. Je ne pense pas que la Chine va devenir une puissance hégémonique. Et l'Iran et le Pakistan se sont imposés comme les puissances régionales. Le monde, dans cette région, va se consolider dans cette direction. Et on le voit déjà se produire. Le fait que la Turquie et l'Arabie Saoudite rejoignent cet accord de défense est quelque chose de très très important. Personne n'aurait pu le prédire il y a 2 ans. Et ce sont des puissances majeures. Donc le message au public, c'est regardez s'il vous plaît ce que nous faisons sur cette chaîne, ce que Danny fait sur cette chaîne. Nous sommes très honorés, très privilégiés, parce que nous avons accès à certaines informations que nous vous transmettons après avoir vérifié qu'elles correspondent bien en réalité à la situation. Et sans y porter le moindre jugement, sans y mettre le moindre vernis, c'est la vérité brute. Et c'est parce que nous voulons que vous ayez accès à la vérité que vous n'obtenez pas dans les médias traditionnels. Vous ne l'obtenez pas parce qu'ils ont leurs propres intérêts à défendre. Alors aux personnes qui nous écoutent, nous vous sommes très reconnaissants de nous écouter. Nous vous apportons les faits tels que nous les connaissons. Et les faits, au fur et à mesure qu'ils évoluent, peut-être 2 jours, 3 jours, parfois même 1 semaine avant que vous commenciez à en entendre parler. Et le monde, sans aucun doute, va être différent. À mon avis, ce sera un monde meilleur. Je te rends la parole, Dan. Oui, enfin, vous soulignez que nous savons ce qui arrive aux pétroliers quand l'Iran ne veut pas les laisser passer. C'est ce qui se produit depuis 10 jours. L'Iran frappe les pétroliers à chaque tentative. Et cette idée qu'ils vont, avec un soutien américain presque certainement garanti, soit couper leurs transpondeurs, soit tenter de disparaître des radars et de traverser le détroit d'Ormuz par ce qu'on appelle le corridor omanais. Eh bien, ils se font frapper encore et encore. Rien que ces derniers jours, on a vu au moins une poignée de pétroliers être touchés près des côtes omanaises, dans le détroit d'Ormuz.
in the Strait of Hormuz. And that, that reality. Et cela, vous savez, cette réalité, je pense, souligne exactement la direction que prend la situation mondiale. Il fut un temps, après la chute de l'Union soviétique, où les États-Unis, comme vous l'avez dit, dictaient les conditions. Et ils pouvaient sans doute les dicter à la majeure partie de la planète à ce moment-là. Aujourd'hui, dans cette voie maritime cruciale, que la plupart considèrent comme une voie d'eau internationale, même si elle longe les côtes iraniennes et omanaises, et fait donc largement partie de leur propre développement souverain, malgré cela, les États-Unis n'ont désormais aucune capacité à dicter les conditions. Aucune. Pas du tout. Les États-Unis parlent toujours de liberté de navigation, surtout à propos de la Chine et de la mer de Chine méridionale. Mais tout le monde sait que la croissance et la puissance économique de la Chine n'ont pas été freinées par les provocations militaires américaines dans cette partie du monde. Aujourd'hui, avec cette guerre en Iran, il apparaît encore plus clairement que les États-Unis, même lorsqu'ils mobilisent tout ce qu'ils ont contre un pays, ne peuvent pas contraindre ce pays à faire ce qu'ils veulent. Et c'est, je pense, ce que nous allons voir à partir de maintenant. Cette dynamique ne change pas, sauf si la réalité est complètement bouleversée. Et nous n'en sommes tout simplement pas là. Je pense que cela montre à quel point les relations sont complexes sur le plan géopolitique. Parce que Donald Trump, ces dernières semaines, s'est vanté de ce qui s'est passé au Venezuela et de la victoire là-bas. Et ce fut un revers majeur pour cette partie du monde. Nous en voyons les conséquences chaque jour, à mesure que le Venezuela se rapproche des États-Unis. Mais même cela, compte tenu de ce que l'Iran a montré au monde, compte tenu de ces bouleversements tectoniques que nous observons vers un monde multipolaire, vers un monde où des pays comme la Chine, la Russie, désormais l'Iran et tant d'autres se rassemblent et agissent de manière indépendante. Vous savez, je dis souvent que ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe au Venezuela, on pourrait l'appeler une sorte de saison de revers, mais c'est une saison, et elle ne durera pas éternellement. Et je crois que les États-Unis le savent. C'est pourquoi ils essayent désespérément de coopter une faction politique particulière au Venezuela pour qu'elle serve leurs intérêts. Mais il ne peut même pas encore créer un gouvernement qui fera ce qu'il lui demande. Il doit donc composer avec le fait que, dans les années à venir, si la situation continue de se dégrader au Venezuela, il pourrait y avoir une révolte et une rébellion interne qui éloigneraient les États-Unis toujours davantage de ce qu'ils veulent, imposer la doctrine Monroe dans cette région. L'Iran a donc, je pense, montré une réalité possible dans toutes les régions du monde. S'il existe à la fois une architecture de sécurité, un certain niveau de souveraineté et une vision portée par un gouvernement composé de forces prêtes à la défendre, alors les gens peuvent espérer un monde différent et un avenir différent. Tout ne va pas se ressembler, parce que la Chine, la Russie, l'Iran, ces pays ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas gouvernés par les mêmes forces. Ils ont des structures politiques et économiques très différentes. Mais au bout du compte, ils aspirent à un monde plus libre, plus souverain, et ils sont prêts à y mettre les moyens. Que ce soit l'Iran, qui se défend et construit cet appareil militaire qui s'est révélé incroyablement puissant, ainsi qu'une économie résiliente, capable de résister au pire d'un régime de sanctions américain, ou que ce soit la Russie, de la même manière, capable de tenir tête à l'OTAN, et non seulement de ne pas reculer, mais aussi de renforcer, dans le même temps, ses capacités militaires et sa résilience économique. Et puis bien sûr, la Chine, aujourd'hui la plus grande économie du monde en parité de pouvoir d'achat, est capable de s'attaquer à une multitude de problèmes qui l'ont historiquement frappée, comme l'extrême pauvreté. Et elle y est parvenue, tout en élevant le niveau de vie de ce qui est désormais la deuxième population la plus importante au monde,
à des niveaux jamais atteints historiquement en termes de rapidité. Cela, à une époque où le monde va dans la direction opposée, à cause de la domination des États-Unis, du pétrodollar américain et d'un système financier mondial qui cherche à piller et à dépouiller les gens de tout ce qu'ils possèdent. À cette époque, la Chine est non seulement devenue ce mastodonte économique, mais elle a aussi les moyens de se défendre. Elle a fait preuve d'une stabilité politique et d'une résilience que beaucoup dans le monde observent aujourd'hui, y compris l'Iran. Et les deux pays s'observent mutuellement parce que j'en parle toujours en termes de partage de renseignements. Beaucoup de gens savent que la Chine a essentiellement expulsé la CIA et qu'il a été incroyablement difficile, voire impossible, pour la CIA d'établir une quelconque influence ou présence à l'intérieur de la Chine. Eh bien, une grande partie de l'explication tient en fait au partage de renseignements iraniens et au fait que l'Iran a partagé ce qu'il avait appris de ses propres expériences avec la CIA, qui tentait de créer des forces d'opposition et de s'implanter à l'intérieur du pays. Je crois que cela s'est produit vers 2010 et 2011, lorsque la Chine a pu expulser définitivement la CIA. Ces deux pays, ainsi que le monde multipolaire, travaillent donc ensemble sur ces questions. Et cela a donné des résultats. Vous savez, beaucoup de gens considèrent, à juste titre, ce qui se passe à Gaza et au Liban comme une monstruosité absolue et une véritable honte pour l'humanité. Une campagne génocidaire menée par des forces impérialistes, génocidaires, dirigées par les États-Unis, qui veulent voir le monde brûler. Et c'est révoltant. Cela peut aussi mener au désespoir. Mais je crois aussi que le monde est bien plus compliqué que cela. Et nous ne voyons pas seulement de la résistance dans les endroits où se produisent ces horribles génocides. Nous voyons aussi des formes de résistance, peut-être encore plus avancées, partout dans le monde. Et je pense que c'est là que si nous pouvons en parler et le révéler, si nous pouvons vraiment rééquilibrer ce qui se passe réellement dans ce monde, alors le moment venu, et il viendra, où les États-Unis devront être déchus de leur position d'albatros impérial, cherchant à étouffer le monde. Peut-être que les gens en Occident, peut-être que les gens aux États-Unis, peut-être que les gens partout dans le monde seront bien mieux préparés à participer et à construire autre chose, avec une perspective d'ouverture, de curiosité et de rigueur intellectuelle qui n'existe pas aujourd'hui dans l'Occident collectif. Et c'est à ce stade, l'outil et l'arme les plus efficaces de l'Empire américain. À ce stade, ils n'ont pas vraiment d'autres outils ou armes efficaces. Tout cela, même quand ils gagnent de l'argent, ce que beaucoup de gens confondent avec une victoire totale, même quand ces monopoleurs, ces impérialistes gagnent de l'argent, engrangent de l'argent, nombre de leurs outils deviennent de plus en plus disponibles. Vous avez mentionné le pétrodollar. Lui aussi traverse certaines de ses pires années quant à son avenir. Mais je pense que l'essentiel, ici, c'est qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ne peuvent plus compter que sur le contrôle du récit, sur le fait de s'assurer que les gens n'aient pas accès à différents types d'informations, qu'ils soient soumis à la propagande du point de vue des fauteurs de guerre, des néoconservateurs, des élites qui préféreraient voir le monde brûler plutôt que de céder, ne serait-ce qu'une infime part de leur contrôle sur les affaires et le destin de milliards de personnes dans le monde. Voilà où nous en sommes. En ce moment, nous nous heurtons vraiment à ce qui sera, je pense, un affrontement historique. La vérité contre les mensonges. La vérité et les gens, des masses de gens, qui ont la vérité de leur côté, ainsi que la réalité qu'ils vivent depuis des décennies et des décennies et des décennies, voire davantage, contre les mensonges de l'Empire, qui cherchent à maintenir un certain niveau de paix sociale et de cohésion, malgré toutes les monstruosités, les atrocités et les horreurs qu'ils imposent au monde, pour nous amener à simplement accepter cela. Et je pense que le désespoir en est une grande partie.
And I think despair is a big part of that. If we despair, if we say, yeah, this is too much. Si nous désespérons, si nous nous disons « Oui, c'est trop, ils sont trop puissants », alors nous renonçons à toute possibilité de participer à ce monde qui change. Donc je crois que c'est un message que j'aimerais transmettre aux gens. Ce que nous voyons à l'échelle mondiale ouvre tellement de possibilités pour un monde plus pacifique et meilleur. Et la seule façon de nous y engager davantage, c'est de le comprendre et de ne pas céder au désespoir, ni à toute autre conclusion émotionnelle, politique ou intellectuelle qui nous en éloigne, même si c'est humain. C'est simplement humain de se sentir horriblement mal, de traverser une douleur et une souffrance absolue en voyant d'autres personnes traverser la douleur et la souffrance. C'est normal. Ce que veut l'Empire, c'est que cela nous place dans une position de subordination et qu'à la fin, nous levions les mains en disant « Bon, voilà le monde tel qu'il est ». Mais espérons que de plus en plus, à mesure que nous parlons de ces guerres et que nous les comprenons mieux, leurs racines, qui tirent les ficelles, comment les peuples et les nations évoluent vers un autre type de réalité. De plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident, dans son ensemble, dans le paysage impérial américain, commencent à changer le récit, à inverser le récit, à le remettre en cause et à s'engager à un niveau plus profond. Become engaged at a deeper level. Extraordinarily well said, Danny. Extraordinarily well said. Très bien dit, Danny. Très bien dit. Je vais simplement ajouter un petit résumé pour appuyer ce que vous venez de dire. J'ai reçu Vijay Prashad il y a quelques jours, et Vijay est un observateur attentif de tout ce que les États-Unis ont fait. Il dirige l'Institut tricontinental, présent sur 3 continents différents, et il a étudié en profondeur le rôle des États-Unis, ainsi que leur influence maléfique, singulière, dans la manière dont ils façonnent et détournent le progrès partout, pratiquement partout. C'est difficile pour moi de le dire. Je vis aux États-Unis, j'aime le peuple américain, j'aime tout ici. Sinon, je ne serais pas ici, sauf le gouvernement. Sauf le gouvernement. Except the government. Except the government. And the government has unfortunately not acted in a manner that... Et malheureusement, le gouvernement n'a pas agi d'une manière qui soutienne la liberté et le développement des peuples partout dans le monde. Et ce que disait Vijay, nous l'avons diffusé il y a quelques jours, c'est que les États-Unis ont annoncé qu'un accord de paix avait été conclu à Oslo, blablabla. Le voilà, et que désormais tout allait pour le mieux. Or, ça n'a pas été le cas. En réalité, il n'y a jamais eu d'accord de paix. Les conditions ont toujours été dictées à tout le monde. Et comme nous l'avons vu, l'histoire qui a suivi nous l'a montré, comme au Vietnam, comme en Irak, où l'on commence maintenant à voir les choses se défaire, comme en Afghanistan où tout se défait, et maintenant en Iran, où l'Iran est en position de force et dicte les conditions. Les États-Unis n'ont rien à dire sur ces conditions. The U.S. has nothing to say about the terms. And I said this a little earlier. I'll repeat. Et je l'ai dit un peu plus tôt. Je vais le répéter parce que c'est tellement important. Et je l'ai entendu de la part de quelqu'un qui a réellement été impliqué dans les communications entre le Pakistan, le médiateur iranien, le Pakistan et les États-Unis, Washington. Des proches de J.D. Vance et des proches de Marco Rubio participent à ces négociations, pas Kushner. Parce que les Iraniens ont dit « Nous n'aurons rien à vous dire si Kushner et Witkoff sont présents. Nous les laisserons parler entre eux. Vous savez, nous n'avons rien à leur dire. » Donc je veux dire, encore une grosse insulte à, vous savez, Taco Trump. Quoi qu'il en soit, le message était « N'essayez pas de nous dicter vos conditions. Les perdants ne dictent pas leurs conditions. » C'était quelque chose de très important. Les vainqueurs dictent leurs conditions. Vous voulez qu'on vienne à la table des négociations? Très bien, voilà les conditions préalables. Et je viens de dire lesquelles. C'est donc un signe d'espoir. Enfin, je vis dans ce pays depuis 50 ans. Je suis arrivé ici très jeune, vous savez, pour aller à l'école et tout ça. Et j'ai vu ce pays malheureusement faire très souvent le genre de choses qu'on le voit faire en ce moment.
Mais c'est la première fois, littéralement la première fois que nous arrivons à faire connaître la vérité bien avant la propagande. Et ce, malgré les grands efforts pour contrôler le récit, malgré les grands efforts de David Ellison pour acheter TikTok et contrôler ce que dit TikTok, acheter CBS, acheter Paramount et acheter CNN, blablabla, bla, juste pour que personne n'entende jamais la vérité. Alors je vous applaudis, Danny. Je vous respecte énormément. Je suis profondément honoré que vous soyez ici et que vous ayez pris les devants pour dire la vérité. Grâce à cela, beaucoup de gens sont bien informés et beaucoup de gens se méfient de ce qu'ils entendent. C'est pour cette raison que les gens qualifient de plus en plus ce qui se passe à Gaza de génocide, malgré toutes les tentatives de chacun pour le présenter autrement. Et je suis ici pour dire, au risque de m'avancer, que les alliances régionales qui se forment en ce moment entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite sont le début d'une concentration du pouvoir bien plus large parmi les peuples de la région entre eux, et non sous l'impulsion de forces extérieures. Ils vont donc décider eux-mêmes de leur avenir. Ils vont décider eux-mêmes de leur avenir. La prochaine étape, le chemin vers cette prochaine étape, et le fait de les soutenir de très bonne manière, c'est la Chine. La Chine n'est pas intervenue pour tenter d'imposer sa volonté, comme Israël, avec arrogance et tout le reste, elle est toujours intervenue pour développer les infrastructures. La Chine croit donc à la sécurité collective, et c'est ce qui est en train de se produire. C'est un basculement géopolitique dû à un changement d'orientation politique. Et nous sommes heureux de le présenter à notre public, avec des voix informées et profondément analytiques, comme celle de Danny Fong. Alors merci Danny. Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton d'abonnement, cliquez sur le bouton j'aime, rendez-vous sur notre chaîne Substack, devenez membre payant et nous vous enverrons cela dans votre boîte mail 2 fois par semaine. Abonnez-vous à Danny Fong. C'est une voix très très informée, une voix très autorisée, et c'est la raison pour laquelle il est ici. Danny, tu veux ajouter quelque chose pour conclure? Danny, you want to say anything in closing? Sure, no, well, I really appreciate all of that. And Bien sûr. to just say, Eh bien, j'apprécie vraiment tout cela. in addition to all Et pour conclure, je dirais qu'en plus de tout ce que vous venez de dire, nous pouvons examiner ces revendications élargies, ou peut-être devrions-nous dire clarifiées, de l'Iran à l'égard des États-Unis. En particulier, mettre fin à toutes les guerres d'agression menées en ce moment, en nommant clairement la Palestine, le Yémen, le Liban, l'Irak, et la liste pourrait continuer encore et encore. Et bien sûr, cela est désormais le produit d'une étape sans précédent dans l'histoire du mouvement mondial que nous avons vu, au fil des décennies et des décennies et des décennies, pour une liberté et une libération réelle et véritable des peuples qui ont vécu pendant des générations les horreurs de ce que cela signifie lorsque les États-Unis ou toute autre entité coloniale impériale arrivent et tentent d'imposer leurs conditions et de détruire essentiellement la vie, les moyens de subsistance et les pays des leurs. the countries of of theirs. So that this is unprecedented. C'est sans précédent. On n'a jamais vu un pays et un peuple être capables de se dresser ainsi sur le plan militaire, puis d'aller dire non, c'est nous qui faisons autorité, qui défendons et contribuons à représenter l'ensemble de la résistance pour mettre fin à ces guerres d'agression. Cela entrera dans les livres d'histoire. Et cela marquera, et a déjà marqué, je pense, une étape cruciale vers une réalité très différente, pas seulement dans cette région, mais dans le monde entier. Alors, tout le monde devrait s'accrocher, parce que ce n'est pas quelque chose que les États-Unis, Israël ou tous ceux qu'ils pourront entraîner avec eux aiment voir. Nous allons donc traverser une période mouvementée. Mais l'évolution va vers quelque chose de bien meilleur que ce qui existe aujourd'hui. And we can say confidently that Et nous pouvons affirmer avec certitude que Taco Trump n'a aucune capacité à changer cette direction, parce que l'Iran a démontré depuis des mois, que le détroit d'Ormuz restera fermé
absolument fermé tant que ces exigences ne seront pas satisfaites. Et le monde ne peut pas supporter cela beaucoup plus longtemps parce que la réserve stratégique de pétrole est à son niveau le plus bas et sera presque épuisée d'ici quelques semaines. Et le reste du monde, évidemment, vous savez, est déjà épuisé. Alors que M. Trump veuille accepter ces conditions ou non, nous jugeons qu'il n'aura pas d'autre choix que de dire oui, oui, oui aux exigences iraniennes. Et le moment venu, ce sera la première fois dans l'histoire récente, depuis la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis auront été humiliés au point d'accepter des conditions qu'ils ne voulaient pas, d'accepter une résolution qui leur aura été littéralement imposée de force. Et ce sera une bonne issue pour le monde. Bien dit. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante et très honoré que vous soyez là, Danny. Merci. Je vais appuyer sur le bouton Stop. Vous allez être mis en ligne dans une seconde. Danny, je vous ai demandé votre WhatsApp parce que